Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Controverse. Que se passe-t-il réellement à Gardaïa? La ville est sur un volcan depuis longtemps, on le sait déjà, mais les tensions se sont brutalement aggravées ces dernières semaines avec la reprise des affrontements entre communautés ibadites et malékites, des heurts qui parfois ont été violents. Autre épisode de cette crise, les accusations portées à l'encontre de la police de favoriser le camp arabe au détriment de la communauté mozabite. Pour parler avec plus de détails de cette question, nous recevons ce soir sur le plateau de Controverse Kamaldin Fakhar. Vous êtes militant des droits de l'homme, vous avez fait spécialement le déplacement de Gardaïa pour être là ce soir. Karim Kebil, vous êtes journaliste à Liberté et grand reporter. Vous avez effectué un reportage sur place pendant les affrontements et les heurts. Avec nous également Mohamed Hamouda, vous êtes membre de la société civile et vous êtes vous aussi originaire de la ville de Gardaïa. Petite rétrospective à présent de la situation qui prévaut sur place avec son lot de dissensions et de violences. Voici le compte rendu de Karim Bouaziz. On a été caillassés, injuriés de telle façon qui défie l'imagination. Pourtant, mes enfants n'ont jamais fait de mal à personne ici. Une plainte malheureusement loin d'être minime dans ce quartier mozabite de Gardaïa. Les heurts, avec leur niveau de violence, ont débordé jusqu'à dans l'enceinte des foyers, pour les transformer en théâtre de bataille rangés. Les résidents ne comprennent toujours pas comment est-on arrivé à ce niveau de sauvagerie. Il y a eu un groupe de sauvageons qui a forcé les portes des maisons. Ils ont volé, mis le feu à l'intérieur. La maison a été pratiquement détruite. À constater les pièces utilisées pour les actes de vandalisme démontre leur préméditation et surtout la volonté de faire un maximum de dégâts matériels mais aussi humains. Voici ce qu'on a concocté, un genre de bouclier artisanal préparé par nos soins. Et ce, depuis pas mal de temps, ce qui prouve que notre sentiment d'insécurité est bien réel avec toutes ces attaques. La brutalité n'a épargné que très peu de ruelles entourant ce quartier mozabite de Gardaïa. Ses habitants, par crainte pour leur vie, n'ont trouvé refuge qu'à l'intérieur d'une école à proximité. Et les violences de ces derniers temps, justement, pourraient perturber le calendrier scolaire prévu pour dimanche. Une crainte loin d'être complètement écartée. Les enfants doivent en principe reprendre l'école dimanche prochain, mais notre présence ici risque de tout perturber. La vie a repris graduellement dans la ville de Gardaïa malgré les jours derniers qui l'ont secoué. Ce qu'on croyait au début comme un marginal phénomène de violence s'est transformé peu à peu en un affrontement entre deux groupes, ce qui a forcé les autorités à Alger à dépêcher une des figures principales de l'association des ulama muslimines, Mohamed Mkarkab. Notre présence ici à Gardaïa, ville chère à nos cœurs, s'inscrit dans la volonté d'organiser des rencontres avec l'ensemble des représentants des deux communautés après les événements qui se sont déroulés ici. Mais notre venue est également une détermination pour écouter l'ensemble des revendications afin de parvenir à un consensus commun et passer outre cette problématique de la violence. Mais il faudrait que le bien commun prévaut sur le bien des particuliers. Et c'est sur cette base uniquement que se veut notre initiative. Ce message de paix, après les fortes tensions, est heureusement pour Gardaïa loin d'être singulier. Beaucoup de voix se sont invitées pour diffuser un message de dialogue ces derniers temps. On le rappelle, les violences de Gardaïa ont fait un mort, d'après nos sources, et provoqué d'énormes dégâts matériels dont la ville mettra longtemps, sans doute, à se remettre. Longtemps peut-être. Alors la première question que nous avons envie de vous poser ce soir est de savoir ce qui se passe réellement à Gardaïa. Que se passe-t-il réellement sur place aujourd'hui, Mohamed Hamouda? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ce qui se passe à Gardaïa, si vous voulez, c'est un peu une succession d'événements qui sont pas nés à Gardaïa. Il y a eu depuis un bon moment ces événements qui n'ont pas été pris très au sérieux, à mon humble avis. Donc, ce que vit Gardaïa, c'est ce qu'a vécu Barrayan il y a quelques années, Grara il n'y a pas longtemps, et d'autres régions de Gardaïa. Et essayer de cerner ça ou de mettre ça sur la base d'un problème ethnique ou d'un problème
comment dire, d'un problème d'école en islam, c'est un peu faire des raccourcis qui n'ont pas lieu d'être. Donc selon vous, les raisons du conflit, ce ne sont pas les problèmes intercommunautaires, non? Il y a les ingrédients. Il y a les ingrédients, ils sont là. Il y a une mosaïque de communautés au niveau de la région de Ghardaïa ou de la vallée du Mzab qui sont pas nées aujourd'hui. Elles existent depuis des siècles. Donc, si vous voulez, il faut aller à ce qui a enrayé la machine, à ce qui a cassé cette forme de coexistence, cette forme où chaque communauté avait son espace, avait sa façon d'être, sa façon de vivre, sa façon et une certaine harmonie, qu'on le veuille ou pas. Donc, c'est à ce niveau. Quelles sont les raisons du conflit aujourd'hui, Kamadine Fakhar? Est-ce que le problème interethnique a une part importante dans cette crise à Ghardaïa? Bonjour tout le monde. Je remercie la chaîne de me donner cette occasion pour que les Algériens comprennent qu'est-ce qui se passe vraiment à Ghardaïa, et parce que j'adhère à ce que m'a dit mon ami. C'est pas un truc simple ou superficiel, c'est très profond. Pour nous à Ghardaïa, je parle en tant que citoyen de Ghardaïa de Mzab, ça date pas aujourd'hui, c'est depuis l'indépendance, c'est 75, mais jusqu'à maintenant, pour nous, c'est pas un problème entre arabes et Mozabite ou Malikiti Badit. Et pour nous, c'est clair et net, c'est un travail du pouvoir algérien qui manipule une partie de la population arabe. Quelle partie? Il manipule les Arabes pour attaquer des maisons ou squatter des terrains appartenant aux Mozabites. Pour quelle raison? Quel intérêt aurait selon vous le pouvoir à faire ceci? Là, il faut poser cette question au pouvoir à Bouteflika. Nous, on est des victimes chroniques. Par exemple, à Ghardaïa 75, c'était à Barrienne, à Ghardaïa 85, on a vécu la même chose. Hein. C'est des maisons, c'est des commerces de Mozabites qui sont attaqués, volés, pillés, puis incendiés. Et quand le pauvre Mozabite veut défendre son magasin ou sa maison, et la plupart du temps, il est arrêté, il est emprisonné avec des peines lourdes. Ça, à Ghardaïa, on le sent comme un apartheid, comme un racisme direct du pouvoir algérien contre les Mozabites. On parlera plus tard des accusations que vous avez portées vous-même à l'encontre de la police concernant ce que vous qualifiez de dépassement. Maintenant, il y a des vidéos, il y a des films qui parlent. Quand c'est passé à Ghardaïa, les gens peuvent dire que c'est des racontés. Mais maintenant, il y a des films, il y a des vidéos qui sont sur le Facebook, sur l'Internet, qui montrent des policiers, des hauts responsables, le chef sécurité du Wilaya de Ghardaïa, avec des agresseurs encagoulés qui attaquent d'un quartier Mozabite. Ça, c'est grave. La police a démenti dans certains nombres de communiqués avoir pris position dans ce conflit, Kamadine Fakhar. Il se trompe de temps. Ils pouvaient dire ça en 85, mais maintenant, 2013, il y a la vidéo, il y a la photo, il y a l'image, il y a Facebook. On n'a plus maintenant uniquement le Mojahedi Chabi, la télévision algérienne. Il y a maintenant chaque citoyen qui a un portable. Donc vous reconnaissez qu'il y a quand même un problème intercommunautaire, parce que vous avez dit qu'il n'y a pas de problème entre Ibadites et Malikites. Mais finalement, le problème intercommunautaire existe. Mais la dimension, elle est vraiment très faible par rapport à la manipulation du pouvoir. Parce que si celui qui agresse n'était pas assuré de l'impunité totale, il ne peut jamais agresser. Il y a beaucoup d'exemples que je vais citer tout à l'heure ou maintenant. Je vous donne l'exemple parfait, qui parle. C'était le jeudi, le 26 mars. On était là, des amis, tout le monde a peur. Le jour même, jeudi, c'était la venue de gendarmes à grande. Voilà, les gendarmes ils sont là, ils vont résoudre le problème. Les policiers n'ont pas fait leur travail, ils étaient aux côtés des Arabes. Il y avait une placette sur Klahtab. À 100 mètres de cette placette, à 100 mètres, 150 mètres maximum, 100 mètres je dirais, il y avait une maison d'un ami, qui est membre de ma famille, attaquée par une bande d'Arabes à côté, qui habitent à côté. Et quand les gens ont sollicité les policiers, je te dis, moi, ce que j'ai fait, j'ai vu.
j'ai vécu, on a vécu. Les policiers, quand ils sont là, ils adressaient leurs canons de bombes lacrymogènes vers les jeunes Mozambiques qui voulaient défendre cette maison qui était en train d'incendier. Et puis incendier, ils ont couvert les attaquants. Moi-même, j'étais allé voir les gendarmes qui sont là en force, presque 20 fourgons. Et imagine, c'est presque 200 gendarmes bien armés. Et quand je dis, c'est à côté, pourquoi vous n'intervenez pas? C'est à 100 mètres, on entend les cris de détresse des familles qui subissent l'attaque de ces bandes. Et il m'a dit clairement, il y a des témoins, on n'a pas reçu l'ordre d'intervenir. Un parti pris, Mohamed Hamouda, y a-t-il un parti pris sur place ou y a-t-il une mauvaise interprétation des événements? Je pense que si je suis là pour cette émission, quand bien même il faut faire la lumière sur ce qui s'est passé, il faut aussi avoir une vue sur l'avenir. Parce que cette région... C'est ce qu'a dit le Premier ministre Ahmed Sellel. Il appelle à regarder vers l'avenir et à oublier le passé. Nous y reviendrons. Oublier le passé. Allez-y. Oublier le passé, je ne pense pas qu'on puisse oublier le passé. Justement, c'est à partir des erreurs, des graves erreurs et des graves, déficiences de certains partis prenants dans tout ce qui se passe à Ghardaïa qu'on en est là aujourd'hui. Il faudrait faire un diagnostic. Lorsqu'un malade se présente chez le médecin, le docteur il est là, la première des choses c'est de faire un diagnostic. Le diagnostic, il faut le faire de façon sereine, de façon très froide et voir où sont les, qu'est-ce qui a fait que cet équilibre a complètement basculé et souhaitant qu'on ne se trouve pas dans une situation d'irréversibilité. Et justement, on est là pour cet avenir que la région de Ghardaïa va construire ensemble. Et que peut-être, elle n'a pas été très sollicitée au cours de ces 20 dernières années en tant que partie prenante, en tant que premier concerné par ce qui se passe à Ghardaïa. On passe à vous à présent, Karim Kebbi, vous êtes journaliste à Liberté, vous étiez l'envoyé spécial du journal sur place, vous avez assisté aux affrontements, aux heurts. Qu'avez-vous vu exactement sur place à Ghardaïa? C'est une situation de conflit, une situation où on sent quand même que les gens ont atteint un certain niveau de haine qui est terrible. Personnellement, j'ai jamais pensé qu'un jour je verrais ce genre d'image. Et puis d'un autre côté, on sent tout de même que c'est une ville qui a été, comme beaucoup d'autres villes en Algérie, qui a été aussi délaissée sur le plan au niveau du développement local, parce que, comme l'ont dit nos amis, essayer de comprendre la situation à Ghardaïa n'est pas aussi simple. Ce sont des problèmes qui se sont stratifiés au fil du temps, et je pense, à mon avis, les autorités n'ont pas pu venir, parce que quand on parle aujourd'hui, on essaie de réduire un peu, c'est très réducteur de dire que c'est une affaire de racisme, alors que les gens, ils ont vécu ensemble pendant des siècles. Le racisme, ça existe un peu partout dans le monde. Il y a un racisme ordinaire que personne ne peut enlever. Mais après, derrière ça, il faut essayer de voir en profondeur tous les problèmes que vit Ghardaïa. Et parfois, comme le disait un responsable là-bas que j'ai vu, il suffit d'un rien pour allumer la mèche. Après, bien entendu... Il suffit de rien pour allumer une mèche, mais c'est aussi pour allumer un conflit qui existe, mais qu'on rallume parfois. Mais bien entendu, vous savez, il y a la passion, parce que les gens ont vécu comme ça, mais ce sont plutôt d'autres problèmes qui alimentent un peu le conflit. Mais en lui-même, les gens ont vécu jusque-là ensemble, ils ont coexisté, on n'a jamais eu ce genre de problème. Mais après, encore une fois, il ne suffit pas de traiter le problème du point de vue ethnique, mais il faut le voir sous divers angles, parce qu'il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs approches
dans la situation que pose... Alors, on a parlé de manipulation, vous avez aussi parlé de dépassement de la police, on a parlé d'avenir aussi, mais on aimerait savoir un peu, Kemadine Fakhar, surtout pour les téléspectateurs qui nous regardent, quelles sont vraiment les origines de ce conflit entre les deux communautés, un conflit dont on parle très rarement aujourd'hui en Algérie, évidemment que lorsqu'il y a des problèmes. Et quelles sont les origines de ce conflit et pourquoi existe-t-il ce conflit? Pour moi, c'est clair, parce que je vis à la région de Ghardaïa depuis 30 ans, presque, quand je me suis installé là comme médecin. Et les événements parlent d'eux-mêmes. Je te donne le cas des événements de Barriane. Barriane, ça a duré presque 2 ans. 5 morts, des centaines de maisons brûlées. Au début, c'était un problème de pétard entre 2 jeunes. Et la gendarmerie à Barriane a laissé évoluer la chose. Donc le maire de Barriane, je connais bien, c'est un ami, Hadjaj Nasraddin, il est un élu RCD, et il a appelé la gendarmerie, il insiste. Venez, ça se passe à la route nationale, c'est à 200 mètres de la caserne de la gendarmerie. Ils n'ont pas voulu intervenir, ils n'ont pas voulu. Mais on a l'impression, à vous entendre, on a l'impression que le problème vient toujours des gendarmes, non? Oui, c'est le pouvoir. Soit c'est la police, soit je vis à Ghardaïa. Je continue sur ce problème de Barriane. Il les a appelés. Si à 200 mètres de chez vous, ça commence à dégénérer. Ça commence entre 2 jeunes. Normal, ça se passe à Koba, à Harrach. Mais quand ils laissent les choses évoluer, aller vers le pourrissement, le premier va ramener ses amis, l'autre sa famille. Après, ils n'ont pas intervenu. 6 heures après. Est-ce que les forces de sécurité ont peur, selon vous, d'intervenir entre deux communautés? Non, jamais de la vie. Ils préparent ça, ils sautent sur l'occasion. Il y a 2 situations pour les services de sécurité, que ce soit gendarmes ou policiers. Au début, ils voient, ils laissent les choses. Et après, ce que maintenant nous frappe maintenant, il y a des images très très claires. Quand la police, qui est une institution de l'État, elle est là, au lieu qu'elle sépare entre 2 gens qui se bagarrent, elle prend le côté d'un contre l'autre. Ça, c'est très très grave. On voit des vidéos. La police a souvent démenti. Est-ce que ces vidéos peuvent être, Fakhar, des cas isolés? Non, ça se répète. 85, c'est passé la même chose. C'est toujours la même chose. Il y a la vidéo où vous voyez, il y a des jeunes de quartier arabe d'ici, le fourgon de la police qui, en avant d'eux, il attaque les Mozabites qui défendaient leur cimetière. Il ouvre le chemin pour ces bandes, pour qu'ils pénètrent dans la cimetière. Il profane une cimetière, Cheikh Hamdi Saïd, devant, avec la présence de la police. J'aimerais bien que quelqu'un qui explique-moi ça, qui m'explique ça. C'est une horreur. Les gens de Ghardaïa, à un certain moment, disent c'est possible, c'est de la politique, c'est possible, je sais pas, c'est un problème. Mais quand on voit des gens profanes détruisent des tombes, des mausolées, en présence de la police, et la police qui était là, lance lacrymogène vers les jeunes Mozabites qui voulaient défendre leur cimetière, j'aimerais bien avoir une autre explication que le racisme du pouvoir. Mohamed Hamouda, racisme du pouvoir ou cas isolé? C'est vrai que au jour d'aujourd'hui, il y a des vidéos très graves qui montrent des choses. Est-ce que ces vidéos, ma question, M. Hamouda, est-ce que ces vidéos dont parle aussi Kemadine Fakhar peuvent être considérées comme des cas isolés? Des cas isolés, on n'en sait rien, mais qui se répètent, là ça devient... Parce que bon, les maîtres mots, si vous voulez, de la situation dans laquelle on se trouve à Ghardaïa, il y a deux mots principaux. Il y a manipulation et il y a impunité. Et dans le cadre de la situation, si on veut réellement, et ça, je m'adresse un peu à tous nos compatriotes algériens à travers le pays, ce qui se passe à Ghardaïa ne concerne pas uniquement que les gens de Ghardaïa. Ça concerne tout le pays. Et ce qui se passe à Ghardaïa, c'est un phénomène qui dans les données existent dans certaines régions du pays. Et je mets ça sur le compte des pouvoirs publics locaux qui, pendant très longtemps, n'ont pas su gérer ce type de problème. Parce que lorsque je disais « voyons l'avenir »,
oui, voyons l'avenir tout en restant, si l'on veut, tout en faisant un peu la part des choses de tout ce qu'a vécu Ghardaya. Lorsque Dr Fakhar parle des corps constitués, police, gendarmerie, bon, il y a eu des choses que ces corps constitués n'auraient jamais dû faire. Et au jour d'aujourd'hui, lorsque les enfants ne vont pas à l'école ou que des commerces restent fermés, parce qu'il y a un gros problème de sécurité. Ça, Alors, on va parler de ce problème de sécurité. Il réside où, ce problème de sécurité aujourd'hui? Les gens ont peur de quoi exactement, Mohamed Habouda? Il faut restaurer une confiance. Une confiance en les pouvoirs publics locaux, une confiance entre les différentes communautés. Il y a un travail pour ça. Il y a des compétences qui sont en mesure de restaurer cette confiance et faisant appel à ces compétences et à ces gens qui savent restaurer une confiance, ramener de la sécurité. Au fait, en fin de compte, au niveau de Ghardaya, et je prends ma responsabilité lorsque je dis ça, c'est que les pouvoirs publics locaux ont montré tout au long de ces 10 dernières années ou peut-être 15 dernières années une incompétence caractérisée. Lorsque je prends en charge un secteur donné, ça peut être l'aménagement du territoire, comme ça peut être le secteur de l'enseignement. Oui, nous en parlerons lors de la deuxième partie de l'émission, notamment la ghettoisation que beaucoup dénoncent dans la wilaya de Ghardaya. Kerim Kebir, le problème de sécurité existe bel et bien. Vous étiez là-bas. Est-ce qu'il y avait vraiment un problème de sécurité? Les gens ont peur aujourd'hui à Ghardaya? Mais bien sûr, j'ai vu des images quand même, et c'était terrible, c'est de voir des commerçants qui prenaient pratiquement, qui vidaient leurs magasins sur des camions pour les mettre à l'abri. Il y a aussi, si tu vois, vous savez, c'est très complexe. Quand vous parliez tout à l'heure sur les services de sécurité, moi personnellement j'ai eu à voir aussi certaines scènes parce que j'ai eu la chance de monter au minaret de Ghardaya, donc je pouvais avoir une bonne vision de la situation. De mon point de vue, autant on sentait que les services de sécurité, en tout cas, ne sont pas très habitués, ou du moins ils n'ont pas le savoir-faire pour gérer ce genre de conflit. Ils sont tellement sensibles. Après ça, moi, bon, je suis journaliste, je ne suis pas en mesure d'accuser, de donner des accusations sans disposer de preuves, mais c'est vrai qu'il y a des images troublantes où on voit des jeunes jeter des pierres juste derrière les services de sécurité alors qu'ils sont à côté sans les interpeller. Donc ce sont quand même des scènes qui interpellent. Ce sont les scènes dont parlait M. Fakhar et qui ont été relayées par les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de vidéos justement où les populations locales, ils ont même notamment à Guerrera aussi, un peu partout, ils ont pris des trucs sur... Merci Kerim Kebir. On passe à présent, si vous le voulez bien, à la deuxième partie de Controverse. Alors, toujours concernant le conflit sur place, la situation demeure confuse à Ghardaya malgré l'accalmie qui règne dans la région depuis quelques jours maintenant. Les écoles, elles, sont toujours désertées par les élèves. La plupart des commerces sont restés fermés et ce, malgré les assurances données encore lundi par le ministre de l'Intérieur. Voici le sujet de Riyad Lahri. D'après les déclarations du ministre de l'Intérieur, Tayyib Blaïz, le mouvement de grève générale auquel la communauté mozabite a fait appel il y a de cela une quinzaine de jours semble s'atténuer. 75 commerces sont ouverts. La principale revendication des commerçants, c'est la sécurité. Concernant l'éducation, 75% des élèves ont repris les cours. Un dispositif de sécurité a été mis en place et probablement, dans les jours à venir, 100% des élèves retourneront en classe.
Joint par téléphone, le journaliste Anis El-Heichar de Ghardaya constate quant à lui que la grève se poursuit toujours dans plusieurs endroits de Ghardaya. Plusieurs associations de parents d'élèves ont émis un communiqué annonçant que le boycott se poursuivra tant que la sécurité n'est pas rétablie dans la ville. Malgré les dernières propositions du gouvernement pour apaiser les esprits, la communauté, elle, ne semble pas du tout satisfaite. L'opinion publique n'est pas satisfaite de la proposition du Premier ministre qui, d'après leur dire, ne sera qu'une solution partielle à un problème beaucoup plus complexe. Rappelons qu'une délégation du HCI, le Haut Conseil islamique, a été envoyée dimanche dernier sur place en vue de tenter de réconcilier les différentes parties du conflit. Voilà, comme on vient de le voir et comme on vient d'écouter aussi les dernières déclarations du ministre de l'Intérieur, donc le responsable de la police, qui parle aussi d'un problème de sécurité. Vous semblez être au moins d'accord sur cette question avec le ministre de l'Intérieur, Kamadine Fakhal, qui parle, qui reconnaît qu'il y a un vrai problème de sécurité et qu'il faudrait le régler aujourd'hui. Il y a un grand problème à Ghardaya. Il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus de confiance. La confiance est rompue aujourd'hui totalement. Je me demande... Malgré la rencontre qu'a eu le Premier ministre avec les représentants des communautés. Justement, c'est le cas le plus frappant. On a annoncé que M. Sedel va apporter une solution miracle à Ghardaya. Pas de solution miracle, mais des propositions. Oui, attends. Oui. Il y avait soi-disant représentants de deux communautés qui étaient là. Et je parle de la communauté mozabite, a rejeté complètement ces propositions du Sedel. Il a rejeté même la représentativité des gens qui s'étaient choisis comme ça. Les gens ne représentent pas du tout les Mozabites. Je parle de Ghardaya. La preuve, il y a une montée de positions. Il y avait uniquement au début la grève des commerçants, mais quand on ramène des propositions qui n'ont aucune relation avec le problème réel à Ghardaya, les gens ont ajouté une grève des étudiants, grève de cartable. Même ceux-là qui étaient voir celle-là, ils étaient, je t'assure, ils étaient presque lynchés par les jeunes. Mais où est l'intérêt de ne pas envoyer les enfants à l'école? Les enfants ont quand même droit à l'éducation, à l'école, Kamadine Fakhal. On n'a pas confiance, je t'assure. Maintenant, je parlais tout à l'instant même, il y a un racisme déclaré de l'État. Je te donne un exemple. C'est ça le problème de Ghardaya. C'est pas l'école. Quand à Guerrara, il y a 172 arrestations de Mozabites. Par rapport, je pense, à une dizaine d'Arabes. Alors que la majorité des commerces détruits, maisons détruites, c'est Mozabites. En 2004, il y avait des événements à Ghardaya, 42 arrêtés, 100%. Tous Mozabites. Pour revenir, attends, c'est très important pour moi. C'est ça le problème. C'est pour revenir à la rencontre aussi avec le Premier ministre. Je vais revenir. Oui. Pour expliquer, j'aimerais bien qu'on va à la profondeur du problème. Le 26 mars 2013, moi-même et des amis militants des droits de l'homme, on a fait un simple sitting, il n'y avait même pas une demi-heure, de solidarité avec des chômeurs arabes de Mtleri. Même pas une demi-heure. C'était la paix totale. On scandait des slogans pour les chômeurs. Et brusquement, il y a une brutalité, une férocité des services d'ordre qui maintenant, à ce moment, ils savaient faire leur travail. Ils ont tabassé, arrêté 18 Mozabites uniquement. Il y a des vidéos qui montrent, vidéos filmées par la gendarmerie, qui montrent des policiers qui ont arrêté un chômeur arabe, et un policier vient de loin, ils lui disent qu'il n'est pas Mozabite, ils le relâchent. Ça, c'est la réalité. On ne peut pas cacher le soleil par un tamis. Ce qui se passe à Ghardaya, c'est un racisme déclaré du pouvoir algérien contre le Mozabite. Mais lorsque le maintenant, on n'a plus confiance. Mais lorsque le Premier ministre reçoit les deux communautés, Monsieur Kamadine Fakhal, il n'y a plus de racisme puisque les deux communautés ont été reçues au Premier ministère. Il choisit les interlocuteurs, il parle avec lui-même. Est-ce que ce qui vous gêne, c'est de ne pas avoir fait partie de la délégation? Non, jamais, ça ne m'intéresse pas. Mais il faut que le peuple choisisse lui-même. Vous aviez convoqué.
Je n'irai pas, je n'irai pas. Il faut que la population choisisse d'elle-même. Ils nous disent que, dernière minute, j'ai reçu un billet d'avion, j'ai allé sans comprendre qu'est-ce qui se passe. Parmi les solutions, c'est vraiment très grave. Parmi les propositions du Premier ministre, la création d'un conseil de sages, un espace d'arbitrage et de conciliation, mettre de nouvelles bases assainies pour assainir les relations fraternelles. Le gouvernement s'est également engagé à une distribution équitable et équilibrée de 30 000 lots de terrain destinés à l'autoconstruction. Ça c'est une façon, comment dirais-je, perverse de détourner de vrais problèmes. J'aimerais bien que les sages, chez celle-là, lui faire comprendre ça, c'est une population algérienne. Il faut que les sages fassent leur truc entre les deux gens qui ont les deux groupes qui ont le problème. C'est les Mozabites et le pouvoir algérien. C'est ça le problème. Quand des ulama viennent dire, j'aimerais bien que ces ulama... Est-ce que vous rejetez le rôle des sages? Est-ce que vous le rejetez? Non, ils n'ont aucun rôle, parce qu'ils n'ont aucune prérogative. On a le maire de Gardaya. Il est caché chez lui à la maison, dans les trucs sécuritaires. Personne n'a aucune prérogative. Ni le maire, ni les sages, ni les vieux, ni les imams, ni les jeunes. C'est uniquement le pouvoir exécutif qui décide. Monsieur Hamouda, est-ce que les structures traditionnelles à Gardaya ont leur rôle à jouer aujourd'hui? S'il n'y a pas, comment dire, de structures qui peuvent les remplacer, ils sont dans l'obligation de jouer leur rôle comme ils l'ont joué pendant des siècles. Maintenant, le problème, puisqu'on passe à la deuxième phase de cette émission, c'est un peu l'avenir. Il ne faut pas se tromper dans la... Si on s'est trompé et ça a amené cette situation, il ne faut pas se tromper dans la mise en place d'un processus de changement qui va ramener la sérénité, qui va ramener la confiance, qui va mettre de côté cette impunité. Donc c'est un travail de sages, mais aussi d'experts multiples. On parle souvent de notables, M. Hamouda. On parle souvent de notables, des sages, la région de Gardaya, qu'on écoute souvent. Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer? Qui sont ces notables? Ils ont un rôle à jouer, mais parallèlement à tout ça, il faut une expertise au niveau pour comprendre des phénomènes. Lorsque je dis de l'expertise sociologique, de l'expertise psychologique, de l'expertise en matière de gestion de conflits, un sage, il ne peut donner que ce qu'il est en mesure de faire. Ce qu'il met en avant, c'est une sagesse, mais parallèlement à tout ça, il y a obligation de solliciter. Il y a une université à Gardaya. Je me demande, moi, dans une telle situation, pourquoi il n'y aurait pas une implication des différentes parties prenantes pour essayer de nous en sortir de cette situation qui ne doit pas durer. Et les propositions du Premier ministre, est-ce qu'elles sont réalistes? Est-ce qu'elles sont applicables sur le terrain? Je n'imagine pas. Vous n'y croyez pas? Lorsqu'on distribue 30 000 lots de terrain, ce n'est pas une histoire de lots de terrain qu'on distribue pour mais c'est important quand même. C'est important. Oui, mais c'est-à-dire, c'est comme si on mettait la charrue avant les bœufs. On commence par identifier les problématiques en place. Est-ce que cela a été fait? Est-ce que nous avons identifié les problématiques aujourd'hui? Les problématiques, je n'en sais rien. Identifier les problématiques, voir les causes de ces problématiques et les effets engendrés. Et c'est à partir de là qu'on va faire des propositions d'objectifs à atteindre, de résultats à atteindre. On ne peut pas comme ça, sur la base de quel... Et puis, ça nécessite un temps de réflexion. Un temps de réflexion qui prendra le temps qu'il faut, mais qu'à la fin de ce processus, on ait des solutions viables, des solutions qui agréent tout le monde. Et puis, il y a aussi la restauration de la confiance passe obligatoirement par créer des espaces de rencontre des concernés eux-mêmes, des communautés eux-mêmes. Les solutions proposées par le Premier ministre. Déjà, est-ce qu'on peut considérer, certains le disent, que le gouvernement a réagi tardivement à ce conflit? Non seulement il a réagi tardivement, mais aussi, et à chaque fois dans ce genre de problème, on l'a déjà vu en Kabylie, les autorités ont souvent tendance à essayer de trouver des solutions, mais tout en sauvant la face.
C'est comme si c'est un problème. Ce n'est pas le problème des autorités, mais c'est plutôt le problème de la population. Donc souvent, ils recourent à des représentants qu'ils auraient eux-mêmes choisis. Donc déjà, les représentants qui ont été chez Sellal, et ben là-bas sur place, il y a des gens qui les contestent. Ils te disent qu'ils ne nous représentent pas. Et à mon avis, ce qu'a besoin aujourd'hui Ghardaya, parce que même le Conseil des sages, Abdelrahman Korti, c'est ça? Abdelrahman Korti, c'est notable. Voilà, les notables. Il y avait une dépêche de l'APS qui a été balancée il y a quelques jours où ils appellent à une commission d'enquête. Au niveau local, si vous parlez avec beaucoup de gens, à chaque fois, notamment les Mozabites, ils répètent à chaque fois que nous avons besoin que les responsables, les auteurs des événements soient sanctionnés. Donc aujourd'hui, la première mesure, à mon sens, que le gouvernement doit faire, c'est un geste très fort. Ce geste très fort... Quel pourrait être ce geste? Ça pourrait être la sanction, par exemple, de certains policiers s'il s'avère qu'ils ont été impliqués dans ces événements. Il y a d'ailleurs des informations en ce sens, données notamment par le journal Al-Khabar, qui indique dans son édition de lundi que la DGSN est en train d'étudier une commission d'enquête pour sanctionner certains policiers. Mais ça doit se faire aussi dans la transparence, parce qu'il ne suffit pas de balancer une information comme ça, qu'on a sanctionné. Est-ce que c'est une manière de reconnaître de la part de la police qu'il y a eu des dépassements, Karim Kébir? Mais probablement, bien sûr. En tout cas, s'il s'avère que 3-4 policiers qui ont été impliqués, ça veut dire quand même que ce n'est pas normal. Il faut que la police aussi... Alors vous demandez de la lumière en tant que journaliste, mais vous, Kamadine Fakhar, vous allez encore plus loin puisque vous réclamez des excuses officielles de la part des autorités et même du président de la République. Oui, parce que les propositions de M. Sellal, pour moi, c'est honteux. Les Mozabites ne sont pas des mendiants. Même il y avait ce ministère de la Solidarité qui propose qu'on distribue du trousseau à l'école. C'est comme on était en Afrique noire, on donnait de l'aumône à des gens qui ont faim. C'est la prise en charge. La ministre a proposé une prise en charge des blessés. Laisse-moi terminer. Nous, on demande le respect. Premièrement, c'est le respect. Quand des jeunes Mozabites à Guerrara, arrêtés par la police, frappés, harcèlement sexuel, violés à l'intérieur du commissariat de police, on ne fait rien du tout. Il faut croire que le Mozambique va croire au pouvoir algérien. Maintenant, ce qu'a fait le pouvoir algérien nous a rendu un grand service à notre combat comme militants des droits de l'homme. Parce que auparavant, les gens ne nous écoutaient pas. Ils étaient ensorcelés un petit peu par ces paroles de sirène, de ces notables. Maintenant, les jeunes arrivent... les gens qui nous disaient que ces notables sont à la solde du pouvoir, c'est vrai. Ils n'ont rien... Attends, ils n'ont rien à rapporter comme solution. Et ils disent, voilà des gens qui viennent casser chez moi, ils détruisent ma maison. En plus, vers la fin, au lieu de le sanctionner, je lui donne un lot terrain. Ça, c'est un appel au lynchage. C'est une deuxième invasion de Beni Hilal. Tout le monde qui veut avoir un lot terrain vient à Ghardaya et casse, et puis l'État va lui donner un lot terrain. À condition que la distribution soit équitable, évidemment. On ne demande pas de distribuer de lot terrain. On demande on a vu des vidéos qu'il fasse une expertise. Je parle d'expertise internationale. Voilà. À propos de ça, vous demandez une commission d'enquête internationale. Oui. Est-ce que ce n'est pas un appel à l'ingérence internationale dans les affaires algériennes? Oui, quand il y a les élections, on appelle les étrangers pour qu'ils viennent. Ce sont des observateurs. Oui. Ce sont des observateurs. On demande une commission d'enquête. Je ne demande pas les Français pour qu'ils travaillent sur l'Algérie, pour qu'ils aillent au Mali. Mais est-ce que ce n'est pas un appel à l'ingérence? Non, c'est une commission d'enquête. Il faut être à la place des victimes qui souffrent. Maintenant, les gens ont peur. Il y a des familles qui se sont déplacées, soit des Mozabites ou d'Arabes. Ils ont peur d'habiter chez eux. Mais vous ne répondez pas à la question. Est-ce qu'une commission d'enquête internationale n'est pas un appel à l'ingérence internationale? On est dans la mondialisation. L'État algérien est membre de la commission des droits de l'homme au niveau des Nations Unies. Mais est-ce que l'État algérien ne peut pas enquêter seul sur ces affaires? On n'a plus confiance. Et il y avait des événements de la Kabylie. Jusqu'à maintenant, on n'a rien vu. Il y a la mort de Martou Blounes, on n'a rien vu. Mais vous feriez confiance à une commission d'enquête internationale? Oui. Au moins, elle sera neutre. Au moins, c'est autre chose. Parce que quand l'agresseur
contre celui qui a tramé tout ça. On l'a vu sur le pouvoir algérien. J'ai plus confiance en lui. On a l'impression dans vos discours, M. Fakhar, que vous n'appelez pas beaucoup au calme. Est-ce que vous appelez aujourd'hui au calme? Est-ce que vous appelez au dialogue entre toutes les communautés? Je parle au calme aux policiers. Je parle au dialogue avec cette gendarme et cette gendarme. Et il ne faut pas oublier qu'aux événements de la Kabylie, les gendarmes ont tué 123 jeunes avec balles réelles. C'est ça, il faut pas se tromper de cible. Parce que celui qui est indexé Ghardaya, pour moi, avoir un problème avec un voisin, ça n'a pas de problème, c'est pas grave. Avec mon frère, je dispute pas de temps en temps. Mais quand on voit des policiers, il y a des vidéos qui attaquent des jeunes Mozambiques qui défendent leur cimetière, je vais appeler de calme ça. Quand il y a des ulama qui viennent nous dire, il faut que vous écoutiez l'un l'autre, et il lave l'État de sa responsabilité. Donc vous continuez à rejeter le rôle joué par les sages aujourd'hui? Ils n'ont aucun rôle. C'est des décors. Ils n'ont aucun rôle à jouer. Mais ils sont considérés comme des sages et des notables quand même. Écoute-moi, en Algérie, elle est isolée. Soit au niveau de la PC, ou de Wilaya, ou même la pied, ils n'ont aucune prérogative. Comment vous pensez qu'un imam, avec tous les respects qu'on doit, il va faire dans un problème pareil? Il n'a pas de prérogative. C'est clair. Mohamed Hamouda, les notables, les sages. Appeler au calme, il faut qu'il y ait le calme. Il faut qu'il y ait le calme. L'Algérie se trouve dans une situation. Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Hamouda? Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Fakhar lorsqu'il dit que les notables, que les sages sont un décor? C'est aller vite en besogne, je pense. Comment? C'est aller vite en besogne, comme on dit. C'est une formule. Donc vous n'êtes pas d'accord? Lorsque je mets de côté une structure, je dois lui trouver un remplaçant crédible qui puisse régler le problème. Actuellement, on fait avec ce qu'il y a sur le terrain, avec ce que nous avons. Je ne suis pas d'accord avec le Dr Fakhar lorsqu'il demande une commission d'enquête internationale. Moi, je me pose la question, quelle va être la garantie de cette commission internationale? Je reste encore très, je crois en nos structures de ce pays. On doit être en mesure, parce que ce qui se passe à Ghardaya, je l'ai dit tout à fait au début de mon intervention, concerne tout le pays. Donc, et il faudrait, je pense aussi que il faudrait qu'on voit exactement la gravité de la situation, parce que j'ai comme l'impression qu'à un certain niveau de la responsabilité, j'ai pas l'impression qu'on situe exactement cette gravité, ce niveau de gravité de la situation. Mais je pense qu'on a les moyens de la gérer entre Algériens, et les moyens existent, les hommes, ils existent. Il se trouve un peu partout dans ce pays. On doit pouvoir... Monsieur Fakhar, rapidement, avant de donner la parole à Karim Kepir. Justement, non, pas de problème. Si votre avis, normalement, il n'y a pas de problème. Mais quand vous acceptez l'avis contraire, Karim Fakhar? Je suis sûr. Évidemment. Bien sûr, je suis médecin. Écoute, moi je suis médecin. Quand quelqu'un a le cancer, je ne vais pas lui donner un comprimé d'aspirine, ça va, tout va bien. Le vrai problème, je te donne un cas qu'il faut méditer. Il y a une caserne de la sécurité militaire dans l'artère principale de Ghardaya. Il y a un magasin à 3 mètres, juste en face. Quand vous passez du jour normal devant le portail de cette caserne, allez, parti, je ne te laisse pas ma part ralentir. Il y a un magasin d'un Mozambique à 3 mètres de cette caserne, pillé, vidé complètement. Sûrement, ils ont ramené des camions pour le vider. Puis incendie, n'ont arrêté personne. Mais est-ce que c'est le rôle des services Est-ce que c'est le rôle des services de renseignement de défendre un magasin? Ils peuvent appeler, ils peuvent faire quelque chose. Ils ne font rien du tout. Le problème en Algérie, il ne faut pas oublier, on est tous des Algériens. Il y a 250 000 morts qui sont en Algérie. Il y a 20 000 disparus en Algérie. Et le pouvoir algérien, pour moi, il n'a aucune crédibilité. C'est ça
c'est ça le problème de l'Algérie. On aimerait bien dire que ça, on va régler ces problèmes entre nous et on va tomber dans le cas où on va devenir la Corée du Nord ou bien le Zimbabwe ou bien Cuba. L'Algérie, elle fait partie de ce monde. Elle est membre, comme je l'ai dit, du Conseil des Nations Unies des droits de l'homme. Et on évolue. Maintenant, il y a l'Internet, il y a Facebook, il y a les médias. C'est plus comme avant. Quand c'est passé 85 février, c'est les mêmes événements. Le Moujahid, Chab, l'Yatima n'ont rien dit. Mais maintenant, il y a des vidéos. Il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas. Est-ce que vous ne craignez pas, M. Fakhar, que certaines parties, que certains États, que certains gouvernements étrangers profitent de cette crise, Ardaya profite de l'appel que vous lancez pour une commission qui leur a donné cette occasion sur le pouvoir pour pouvoir s'ingérer dans les affaires internes de l'Algérie? L'Algérie, on connaît bien. C'est une question. Non, l'Algérie, on connaît bien. On a des dettes qui sont gérées par la France. On a des terrains de recherche pétrole pour les Américains, pour les Français. Donc pour vous, ce sera une ingérence de plus? Non, ça n'a aucun sens. Quand on va régler un problème par des experts qui viennent d'étrangers, où est le problème? On a évolué. Pour M. Hamouda, c'est un problème. Pour lui, ça concerne M. Hamouda. En plus, quand on dit, je retourne à cette histoire de sage, qu'on vit avec ça, camoufler le vrai problème. Je t'assure, j'étais un élu à la PC. Le maire de Ghardaya, actuellement, il est dans sa maison, malgré qu'il est le maire de Ghardaya, il n'a aucune prérogative. Mais il a été élu. Il n'a pas de prérogative. Quand on parle, je dirais même pas les responsables locaux, non, c'est les responsables nationaux, parce que le Wali de Ghardaya, ils attendent les ordres qui viennent du ministère de l'Intérieur, sinon de celle-là, ou bien quelle commission qui est là à Alger. Il faut pas banaliser la chose. C'est pas un chahut d'enfant qu'on va régler. Il y a un staqlo, mais c'est pas vrai. Il y a maintenant les images qui parlent. On peut pas cacher un soleil par le tamis. Là, c'est aussi un autre aspect du problème, c'est que l'Algérie, normalement, qui est une république, elle doit agir avec les lois de la République. Et nous avons l'impression à chaque fois qu'on enlève, par exemple, là, une société mozabite ou enfin les communautés, une certaine forme de structure, on leur enlève les outils qu'ils avaient pour gouverner au niveau local, mais tout en laissant un certain fonctionnement qui n'est pas républicain. L'État algérien doit agir, doit s'expliquer maintenant. Alors, pour ces notables, les représentants, à mon sens, toutes les solutions, n'importe quelle solution, il faut privilégier toutes les pistes. Personne. Il ne faut jamais mettre personne au bord de la route. Mais au-delà du dialogue qui doit se faire avec tout le monde, au-delà, je rejoins M. Hamouda, c'est engager un processus. C'est quoi le processus? C'est une sensibilisation au niveau des écoles, c'est aussi la mosquée, c'est une nouvelle politique de la ville. Associer les sociologues, c'est tout ça à la fois, parce que le problème ne se limite pas uniquement à régler la situation sécuritaire et laisser les problèmes, parce que plus tard, on va peut-être retomber dans les mêmes problèmes. Il y a aussi la question qu'on oublie assez souvent, ou du moins qu'on n'invoque pas beaucoup, c'est le développement économique. Quand vous voyez des jeunes, ils sont bien épanouis, vous leur offrez du boulot, ils dorment bien, ils ont des loisirs, ils ont les moyens pour voyager, je ne pense pas qu'ils vont passer leur temps à se chamailler avec des cailloux. Oui, il n'y aura pas un chahut de gamin. Je peux poser une question très simple. À qui? À vous. Mais c'est nous qui posons les questions. Mais allez, pour une fois accepter. J'imagine il y a ici à Alger un match derby entre le Harrach et l'Yazmata d'Alger. Est-ce qu'on va appeler les sages ou les services de sécurité? C'est une question à poser aux autorités. Pourquoi, quand il y a un problème à Alger, on n'a pas parlé les sages, à Oran, à Constantine? Et donc pour vous, à Ghardaya, c'est un simple problème entre supporters de clubs de football? Non. Soit on est dans une république, il y a des lois, il y a des textes, il y a de la constitution pour tout le monde.
Et sinon, on veut noyer ce problème à Gardaya pour dire c'est un problème ethnique, il faut discussion. C'est pas vrai. Il y a la responsabilité des services de sécurité qui crée le problème. C'est ça le vrai. Pour Gardaya, il y a pas. Gardaya, c'est pas un problème de développement. Hein? Pour vous, c'est le cœur du problème. C'est le cœur du problème et c'est le cerveau du problème. Mohamed Hamouda. Ce qu'il faut maintenant, je ne sais pas combien il reste. On va parler des solutions, les solutions qu'on pourrait apporter aujourd'hui au conflit. Allez-y. Moi, je me pose un certain nombre de questions. Est-ce qu'il y a un développement durable local au niveau de Gardaya? Est-ce que les pouvoirs publics à Gardaya, depuis un certain moment, se sont inscrits dans cette démarche de développement local? Parce que dans le développement durable, dans le développement durable, il y a le développement économique, il y a le développement social, il y a aussi le développement humain. Qu'est-ce qu'on a fait de l'humain au niveau de Gardaya? C'est un peu le problème que vit le pays aussi. Parce que, comment dire, il y a énormément de choses. Et je ne suis pas encore d'accord avec Dr Fakhar. J'aimerais bien que vous disiez ce que vous pensez, oui. Mon ami. Vous n'êtes pas là pour être d'accord ou ne pas d'accord avec moi. Oui, c'est très clair. L'aspect sécuritaire, il est important. Mais parallèlement à l'aspect sécuritaire, il y a tous les autres. Il y a une société civile, il y a un tel potentiel au niveau de Gardaya qui peut changer la donne. Il y a tout cet aspect de citoyenneté qu'on doit réapprendre à faire évoluer et à avoir un comportement citoyen, toute communauté confondue. Donc, n'oublions pas aussi que Gardaya, c'est aussi de l'histoire, c'est du patrimoine. Et que ce patrimoine n'appartient pas uniquement à Gardaya, il appartient à l'universalité. Et malheureusement, on est obligé de revenir à la profanation du mausolée de Cheikh Hammi Saïd. Cheikh Hammi Saïd était là depuis le 15e siècle. Et arriver à de tels comportements, à de tels actes. Bon, il y a ceux qui ont fait la chose. Mais derrière tout ça, il y a toute une partie de personnes qui sont responsables de cette situation. Donc, si on peut engager un vrai processus de changement qui va profiter pas uniquement à Gardaya, mais à l'ensemble du pays, ça serait formidable. Merci Mohamed Hamouda, ce sera le mot de la fin de cette émission consacrée aux événements de Gardaya. Merci à nos invités. Merci à vous, Kamaldeen Fakhar, vous êtes militant des droits de l'homme. Vous avez fait le déplacement spécialement de Gardaya pour nous. J'aurais aimé que vous me donniez que je dise le dernier mot. Pourquoi pas. Monsieur Hamouda, vous pouvez avoir un mot de la fin à vous aussi? Oui. Allez-y. Oui. Vers la fin, j'aimerais bien tirer sonnette d'alarme pour le pouvoir algérien. Je vais dire aux responsables algériens, bon, on ne connaît pas qui est le vrai responsable. Maintenant, arrêtez ces histoires de diviser pour unir. Vous avez le pétrole, vous avez toutes les richesses de l'Algérie, mais laissez les Algériens vivre tranquillement. Arrêtez vos manipulations. Merci, Kamaldeen Fakhar. Le mot de la fin, Karim Kébir. Le mot du journaliste? Le mot du journaliste, j'espère que la sagesse va l'emporter et que le gouvernement en tire toutes les conclusions. Il ne suffit pas pour faire baisser la température de casser le thermomètre, mais c'est plutôt attaquer les problèmes en profondeur et pour s'engager parce qu'on risque de les revivre encore une fois malheureusement. Merci à vous Karim Kébir, vous êtes grand reporter à Liberté, vous étiez sur place à Gardaya pour couvrir les événements. Merci également à Sousan Sebiane d'avoir préparé cette émission avec moi. On se retrouve mercredi prochain à 20h30 dans Controverse. Merci.